Elle se faufila sous la table du biker, tout son corps agité d'un tremblement incontrôlable, l'implorant de garder son secret. Un instant plus tard, son beau-père milliardaire déboula dans le lieu, encadré par des gorilles, la réclamant avec autorité. Ce que les bikers allaient découvrir dans son petit sac à dos allait faire plier un empire. Et la gamine venue chercher refuge devint la seule chose qu'ils jurèrent de protéger, quel qu'en soit le prix. Le café serré qui refroidissait dans le mug de Stéphane Leclerc devint glacial à l'instant même où il perçut la clochette au-dessus de la porte du relais routier claquer comme une détonation. Il ne leva pas immédiatement la tête. 20 ans à diriger les Faucons d'acier lui avaient enseigné à identifier les problèmes par leur seule signature sonore. Ce n'était pas le tintement nonchalant d'un camionneur éreinté, ni le carillon familier d'un client régulier. C'était le son pur de la panique. Du coin de son œil, il vit une petite ombre se précipiter derrière le comptoir usé. Trop agile, trop près du sol pour un adulte. La créature bougeait comme une bête aux abois, tout en angle vif et en vitesse paniquée. Puis, elle atterrit sous sa table. L'espace entre les bottes de motard de Stéphane et le sol en lino à carreaux était juste suffisant pour qu'un enfant s'y glisse. Il sentit des doigts minuscules empoigner sa cheville et une voix, à peine un souffle, monta vers lui en tremblotant. « Je vous en supplie. Ne dites pas que je suis là. » En face, Thierry immobilisa son morceau de steak frites à mi-chemin de sa bouche. Pascal Taureau, le colosse de la bande, se tendit sur son siège. Le silence se fit parmi les 5 faucons attablés, leur rire se dissolvant dans l'atmosphère éclairée au néon. Stéphane glissa lentement une main sous la table. Une petite paume, froide comme la glace et secouée de frissons, se posa contre la sienne. « Calme-toi » murmura-t-il, assez fort pour son équipe, mais assez doux pour rassurer. Personne ne dira rien du tout. C'est à ce moment que les phares d'une voiture balayèrent les vitres du relais. Une berline de luxe allemande, noire et rutilante, de celles qui valent plus que le salaire de la plupart des gens sur 5 ans, se gara sur le parking avec la précision calculée d'un fauve piégeant sa proie. Le vrombissement du moteur s'éteignit. 3 secondes s'écoulèrent. La portière s'ouvrit. Nicolas Moreau ne se contentait pas d'entrer dans une pièce. Il se l'appropriait. Grand, affûté, des tempes argentées qui semblaient parfaitement mises en forme malgré l'heure. 2 gardes du corps le suivaient comme son ombre, oreillettes bien visibles, les mains non loin de leur taille. Le relais, qui vibrait jusqu'alors des murmures de la nuit, tomba dans un silence pesant. « Bonsoir », la voix de Moreau était lisse, d'un poli acquis dans les conseils d'administration et les galas de charité. Son regard parcourut l'endroit tel un faisceau de recherche. « Je suis à la recherche de ma fille. » 10 ans, cheveux foncés, sans doute terrorisée. Elle a quitté notre voiture il y a quelques kilomètres. La serveuse derrière le bar, Valérie, qui connaissait l'équipe de Stéphane depuis une décennie, s'essuya les mains sur son tablier. « On n'a vu aucun enfant ce soir, monsieur. » « Ma belle-fille », rectifia Moreau en sortant son smartphone. Il présenta une photo à Valérie, puis à un couple dans une alcôve. « Chloé. Elle est perturbée. Fragile. Je dois la ramener saine et sauve. » Sous la table, les petits doigts se crispèrent plus fort sur la main de Stéphane. Un sentiment glacial s'insinua dans sa poitrine. Il avait croisé assez de menteurs pour en reconnaître un à l'oreille. Les mots étaient corrects, mais l'intonation était fausse, trop maîtrisée, comme une récitation. Le regard de Moreau balaya la table des faucons. Stéphane prit une lente gorgée de son café froid, soutenant ses yeux calculateurs sans flancher. Autour de lui, son équipe irradiait ce calme particulier qui annonce la foudre. Taureau fit craquer les articulations de ses doigts. Thierry s'adossa, bras croisés sur son blouson frappé de l'emblème des Faucons d'acier. « Avez-vous vu une petite fille par ici, messieurs » demanda Moreau, s'avançant d'un pas. « On est là depuis 1 heure, » répondit Stéphane d'un ton neutre. « On a surtout vu du café. Pas de gamin. » L'un des gardes du corps glissa un mot à l'oreille de Moreau. La mâchoire du milliardaire se tendit. « Elle est malade » insista Moreau. Et cette fois, une note plus dure perçait le vernis. « Elle souffre d'une pathologie. Sans son traitement, elle pourrait. » « Pourrait quoi » le coupa Taureau. Sa voix était un grondement grave. « Tomber raide morte ici, devant nous ?» Le regard de Moreau s'enflamma. « Votre ton me déplaît. Et moi,
ça me déplaît de voir des costards cravates interrompre mon repas, répliqua Toro. Stéphane leva une main, calmant son ami. Si on voit une enfant égarée, on préviendra la gendarmerie. Ça vous suffit? La tension entre eux était palpable. Moreau scruta Stéphane un long moment, et Stéphane sut qu'il était en train d'être évalué, menace, potentiel, coup. Quelle que soit l'équation qui tournait dans la tête de Moreau, le résultat ne dut pas lui plaire. Je descends à l'hôtel Grand-Vue, dit enfin Moreau, sortant une carte de visite de sa veste et la jetant sur la table. Industrie Morotech. Une récompense de 10 000 € pour celui qui la retrouvera. Il fit mine de partir, puis s'immobilisa. Et, messieurs, s'opposer aux droits parentaux est un délit sérieux. Je n'aimerais pas que la situation se complique. La menace resta en suspens, lourde comme une fumée toxique. Quand les feux arrière de la berline eurent enfin disparu sur la nationale, le relais expira collectivement. Stéphane repoussa sa chaise avec précaution et regarda en bas. Deux yeux bruns le fixaient depuis l'obscurité, immenses, terrifiés, mais aussi incroyablement perçants. Des yeux vifs, des yeux qui avaient trop vu. Il est parti, dit Stéphane à voix basse. La fillette ne bougea pas. Allez, sors de là, petite. Tu ne risques plus rien. Lentement, comme un animal sauvage quittant son abri, elle rampa hors de sa cachette. Son pantalon était troué aux genoux, son sac à dos rose maculé de terre. Elle ne devait pas peser plus de 30 kilos, même trempée. Pourtant, en se relevant, elle ne pleura pas. Elle se contenta de fixer Stéphane avec un calme déconcertant. « Merci d'avoir menti, dit-elle. » Les faucons échangèrent un regard perplexe. « Ce n'était pas un mensonge, » répondit prudemment Thierry. « On ne t'a pas vu arriver. » Les bottes de Stéphane nous cachaient la vue. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. Un sourire beaucoup trop lucide pour une enfant de 10 ans. « Mon nom est Chloé, » déclara-t-elle. « Et mon beau-père veut m'assassiner. » Elle le dit avec le naturel d'un enfant qui commanderait un dessert. C'était factuel, simple. Et vrai. Puis, elle fouilla dans son sac à dos et en tira un objet qui glaça le sang de Stéphane. Une clé USB, nouée d'un ruban rose, à laquelle était attaché un petit mot. D'une écriture enfantine, on pouvait lire « Maman a dit, si quelque chose m'arrive, confie ceci à une personne courageuse. » Au dehors, le tonnerre roula sur la Provence. L'orage se rapprochait. Mais à l'intérieur de ce relais de bord de route, face à cette petite fille qui tenait entre ses mains le dernier souhait de sa mère, Stéphane Leclerc comprit que la vraie tempête venait de commencer. Valérie apporta un chocolat chaud sans qu'on le lui ait demandé. Elle le déposa devant Chloé avec une tendresse qui noua la gorge de Stéphane. La fillette entoura la tasse de ses deux mains, mais n'y toucha pas. « Tu es en fuite depuis quand ?» demanda Stéphane en s'installant dans la banquette face à elle. « Depuis l'enterrement, » répondit Chloé d'une voix blanche. « Il y a 3 jours. Les funérailles de maman. » Les faucons rapprochèrent leurs chaises, formant instinctivement un cercle protecteur. « Toutes mes condoléances pour ta mère, » dit Stéphane, sincèrement. Chloé acquiesça, le regard perdu dans son chocolat. Elle est tombée malade très vite. Le médecin a parlé de son cœur, mais... Elle marqua une pause, et une ombre traversa son jeune visage. Nicolas souriait, pendant la cérémonie. Je l'ai vu. Alors que tout le monde pleurait, lui, il souriait. Toro laissa échapper un juron étouffé. C'est là que je me suis rappelé ce que maman m'avait dit. Chloé ramena son sac à dos sur ses genoux, s'en servant comme d'un rempart. Elle m'a donné ça 2 semaines avant de mourir. Je lui ai promis de le garder caché. Elle présenta de nouveau la clé USB. Sous la lumière crue du néon, Stéphane distingua un petit logo gravé sur le métal, un M stylisé évoquant un circuit imprimé. La fourchette de Thierry heurta son assiette avec un bruit sec. « C'est Morotech, » dit-il d'une voix altérée. Tous les regards convergèrent vers lui. C'est leur clé de cryptage de haut niveau. Seuls les membres du conseil d'administration en possèdent. « Comment tu sais ça ?» interrogea Toro. La mâchoire de Thierry se crispa. J'y travaillais. Au département des moteurs. Avant que Moreau ne rachète la boîte pour la vider de sa substance. Ses mains se refermèrent en poing. 3 cents d'entre nous, virés le même jour. La veille de Noël.
Il a appelé ça un réajustement stratégique. Chloé regarda Thierry, une lueur de reconnaissance dans les yeux. Vous êtes l'homme avec le dragon tatoué. Maman avait votre photo. Le silence à la table s'épaissit. Pardon? Articula Thierry. Dans son bureau. Une photo de l'ancienne équipe. Elle la cachait dans un tiroir. Les yeux de Chloé étaient trop graves, trop lasses. Elle disait que Nicolas l'avait obligée à renvoyer des gens bien. Elle en pleurait. Elle disait qu'elle était désolée. L'expression de Thierry vacilla une seconde avant que son visage ne se durcisse à nouveau. Ta mère, c'était Sandrine Moreau? Sandrine Dubois, rectifia Chloé doucement. Elle n'a jamais pris son nom. Nicolas détestait ça. Stéphane examinait la clé USB. Toutes ses alarmes internes sonnaient. Qu'est-ce que ta mère t'a dit à son sujet? Que c'était une police d'assurance. Chloé effleura le ruban. Elle a dit que s'il lui arrivait malheur, ses fichiers expliqueraient tout. Elle m'a fait apprendre un mot de passe par cœur, mais sans jamais me dire ce qu'il y avait dessus. Et Nicolas sait que tu l'as, conclut Stéphane. Je pense, oui. Il a retourné ma chambre la nuit après l'enterrement. Il a éventré mes peluches, vidé mes livres. Quand je lui ai demandé ce qu'il cherchait, il m'a empoigné le bras. Elle releva sa manche, dévoilant des ecchymoses en forme de doigts, violacés sur sa peau claire, et il m'a dit que j'avais pris quelque chose qui lui revenait. Taureau se leva avec une telle rapidité que sa chaise racla le sol. Cet enfoiré. Doucement, la voix de Stéphane était un fil d'acier. Il regarda Chloé. Et c'est là que tu as fugué. Elle opina. J'ai attendu qu'il dorme. J'ai pris l'argent de secours que maman avait planqué dans mon armoire. 67 €. J'essayais de rejoindre ma tante dans les Alpes, mais sa voiture m'a repéré près d'une station-service. J'ai couru dans les collines et j'ai vu vos motos ici. Malin, la petite, commenta Laurent Minus, le plus petit des faucons, avec une admiration non feinte. Ma maman aussi était maligne, la voix de Chloé se fendit pour la première fois. Elle m'avait expliqué quoi faire en cas de danger. Elle disait, cherche des gens avec un regard bienveillant. Vous avez un regard bienveillant, monsieur Leclerc. On avait affublé Stéphane de nombreux qualificatifs au cours de sa vie. Bienveillant était une nouveauté. Il observa ces hommes. Taureau, revenu brisé de 2 déploiements à l'étranger avant que la fraternité ne le répare. Thierry, qui avait tout perdu à cause de décisions d'entreprise déshumanisées. Minus, dont la sœur avait été enlevée avant qu'il ne la retrouve. Serge, qui ne parlait jamais des marques dans son dos. Tous étaient des âmes cabossées qui avaient appris à devenir redoutables par nécessité. Et maintenant, une fillette de 10 ans, couverte de bleu et porteuse des secrets de sa mère décédée, leur demandait de l'être une fois de plus. On devrait appeler les gendarmes, suggéra Serge. Mais le ton de sa voix trahissait son manque de conviction. Pour leur dire quoi? Lança Thierry. Qu'un milliardaire recherche sa belle-fille? En 1 heure, ses avocats seront là. Ils sortiront les papiers de garde. On passera pour des kidnappeurs. Il a raison, admit Stéphane d'un air sombre. L'argent achète des alibis. Il faut qu'on sache ce qu'il y a sur cette clé avant de bouger. La tête de Chloé dodelinait, l'adrénaline faisant enfin place à un épuisement total. Elle avait dû fonctionner à la peur pure pendant 3 jours. Écoutez-moi, ordonna Stéphane à son équipe. On la protège cette nuit. Juste cette nuit. Demain, on avisera. Et si Moreau rapplique? Demanda Taureau. Le sourire de Stéphane fut glacial. Alors il comprendra pourquoi il ne faut pas provoquer les faucons d'acier. Il se tourna vers Chloé, sa voix s'adoucissant. Tu peux dormir dans la réserve. C'est pas un palace, mais il y a un sofa et un verrou. Ça te va? Chloé les dévisagea un par un, ces hommes rudes, leur cuir, leurs cicatrices, leurs motos. Et pour la première fois depuis qu'elle s'était cachée sous cette table, elle offrit un vrai sourire. Merci, chuchota TL. Tandis que Valérie l'emmenait à l'arrière, Stéphane ramassa la clé USB. Elle lui parut anormalement lourde. Thierry se pencha vers lui. Quoi que contienne ce truc, ça a terrifié une mourante au point de le cacher. Ouais, répondit Stéphane en glissant la clé dans sa poche.
Et ça justifie de tuer une enfant. Dehors, l'orage creva. La pluie s'abattit sur le toit du relais comme une rafale de mitraillettes. Mais à l'intérieur, 5 motards scellèrent une promesse muette autour d'une tasse de café froid et d'une chaise vide. Ils venaient d'hériter d'une guerre non désirée. Et ils ne s'arrêteraient pas tant que cette petite fille ne pourrait sourire sans crainte. L'aube se leva, douce, à travers les fenêtres de l'ancien moulin en Normandie, projetant des éclats ambrés et dorés sur les chromes des motos. Chloé se réveilla, attirée par une odeur de café et le son de quelqu'un qui massacrait une vieille chanson française dans la cuisine. Elle s'assit sur le vieux canapé en cuir, désorientée un instant, avant de se souvenir qu'elle était en sécurité, du moins pour le moment. Le moulin était l'antithèse du manoir stérile de Nicolas. Des outils pendaient à des râteliers. Une cible de fléchettes arborait le visage d'un homme qu'elle ne connaissait pas, mais qui avait le front criblé de pointes. Des photos partout. Des bikers se tenant par l'épaule. Des remises de diplômes. Un soldat en tenue de cérémonie. Une fillette devant un gâteau d'anniversaire. Des photos de famille. Debout, la gamine. Taureau émergea de la cuisine, une assiette de crêpes à la main. « Tu aimes avec des pépites de chocolat ?» Chloé hocha la tête, une faim de loup la tenaillant soudain. Elle ne se souvenait plus de son dernier vrai repas. Ils mangèrent à une grande table en bois balafré, qui avait dû assister à d'innombrables parties de cartes. Taureau ne la couva pas, ne la questionna pas. Il veilla juste à ce que son assiette reste pleine et son verre de jus d'orange rempli. Après le petit déjeuner, Chloé avisa des taches de cambouis sur le sol en béton. « Vous avez de quoi nettoyer ?» Taureau parut surpris. « Tu n'es pas obligé de. »« Je veux aider, » dit-elle avec fermeté. Maman disait toujours, si on t'offre l'hospitalité, tu offres tes services. C'est une question de respect. L'expression de Taureau s'adoucit. Ta mère devait être une sacrée femme. Elle l'était. Alors Chloé nettoya. Elle passa le balai entre les motos avec une application quasi religieuse, rangea les outils sur leur support, et parvint même à amadouer la chienne du repère, une pitbull au museau balafré nommée Clémence, qui se cachait sous un établi. La chienne était d'abord restée sur ses gardes, mais Chloé s'était assise par terre et avait attendu, fredonnant la berceuse que sa mère lui chantait. Finalement, Clémence avait posé sa tête sur les genoux de la fillette. « Putain, je rêve », murmura Minus depuis le seuil. Cette chienne se méfie de tout le monde. Elle a peur, dit simplement Chloé en grattant Clémence derrière les oreilles. Comme moi. Les créatures effrayées se reconnaissent entre elles. Dans le bureau de Stéphane, l'atmosphère était plus lourde. Il avait mis 2 heures à forcer le cryptage de la clé, ce qui fut plus simple que prévu, comme si Sandrine avait voulu qu'on la découvre. Le mot de passe donné par Chloé était d'une simplicité désarmante, Chloé Fleur 2015. Le nom de sa fille et son année de naissance. Le dernier geste d'amour d'une mère. À présent, devant l'écran, Stéphane comprenait l'étendue de la peur de Sandrine. Putain de merde, lâcha-t-il. Thierry, qui croisait des données sur son propre ordinateur, leva la tête. Tu as trouvé quoi? La mâchoire de Stéphane était un bloc de granit. Tout. Des archives financières sur 5 ans. Des sociétés écrans, de fausses organisations caritatives, des listes de versements occultes. Il fit défiler les fichiers. Chacun était pire que le précédent. La fondation Morotech, celle qui a gagné des prix l'an dernier. Une couverture. 95% des dons finissent directement sur les comptes de Moreau. Et les gens croyaient qu'il aidait vraiment les autres? Demanda Serge. Il est fort pour ça. Regarde. Stéphane ouvrit une vidéo. Nicolas Moreau y apparaissait, souriant en costume, coupant le ruban d'un nouveau centre social. C'était à Millbrook, à 3 bleds d'ici. Vous vous souvenez de la fermeture de l'usine? Le visage de Thierry blêmit. La fermeture volontaire de Morotech après l'audit écologique. Rien de volontaire là-dedans. Stéphane ouvrit un autre document. Il a obtenu la fermeture grâce à des pots de vin versés au conseil municipal. Il a racheté le terrain une bouchée de pain. L'a revendu une fortune à des promoteurs. 300 familles sur le carreau. Le centre social, il eut un rire amer, n'a jamais ouvert. C'est un hangar de stockage. Taureau apparut sur le seuil, un dessin de Chloé à la main.
Une moto avec des ailes, faite au crayon de couleur. Son visage était une furie contenue. Dis-moi que tu as trouvé un truc qu'on peut utiliser. Mieux que ça. Stéphane afficha un tableur. Registre d'exploitation des employés. Sandrine a tout noté. Heures sup non payées. Manquement à la sécurité. Licenciements abusifs. Elle a même des enregistrements. Il lança la lecture. La voix de Nicolas Moreau emplit la pièce. Froide, chirurgicale. Leur loyauté, je m'en contrefiche. La loyauté ne figure pas sur un bilan trimestriel. Virez les poids morts. S'ils rouspètent, noyez-les sous les frais de procédure jusqu'à ce qu'ils la ferment ou crèvent la dalle. L'enregistrement se poursuivit. D'autres voix, d'autres arrangements, des élus touchant des pots de vin. Des inspecteurs fermant les yeux. Des employés blacklistés pour avoir voulu monter un syndicat. Elle constituait un dossier, dit Thierry à voix basse. Sandrine essayait de le faire tomber de l'intérieur. Et il l'a sans doute tué pour ça. Taureau émit un grondement sourd. Stéphane ferma les yeux. Les pièces du puzzle s'assemblaient avec une logique terrifiante. Une femme en pleine santé qui meurt subitement d'une crise cardiaque, juste au moment où elle compile des preuves accablantes contre son mari. Il ouvrit un dernier dossier, nommé « Personnel ». C'était le journal intime de Sandrine, sous forme de lettre à sa fille. Chloé, ma fleur, si tu lis ces lignes, je suis désolé de ne pas avoir été là pour te protéger moi-même. Ton beau-père est un homme dangereux. J'ai été naïf de croire que je pouvais le changer, lui faire voir le mal qu'il fait. J'ai tout consigné. La vérité doit éclater. Je t'en prie, confie ceci à quelqu'un d'assez courageux pour l'affronter. Je t'aime pour l'éternité, maman. La lettre datait de 2 semaines avant sa mort. Les poings de Stéphane se serrèrent. Dans la pièce principale, le rire de Chloé résonna tandis que Minus lui apprenait à faire briller les chromes. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle avait le son d'une enfant ordinaire. Taureau, Thierry, Serge et Minus se regroupèrent sur le seuil du bureau. Ils en avaient tous assez vu. Il a ruiné notre région, dit Thierry à voix basse. Ma famille, nos proches. Et il était prêt à tuer cette gamine pour étouffer l'affaire. Pas était, corrigea Serge. Il l'est toujours. Il ne lâchera pas. Stéphane se leva, fixant chacun de ses frères. On pourrait refiler ça aux flics. À la PJ. Laisser la justice faire son travail. Vraiment? Le défia Taureau. Combien de juges crois-tu qu'il a dans sa poche? Combien de flics? Regarde ses dossiers. Il arrose des sénateurs. Un silence tomba. Ou alors, reprit Stéphane lentement, on s'en charge nous-mêmes. À l'ancienne. Pas avec la violence, mais avec ses propres armes. L'information, la réputation. On fait tomber son empire brique par brique, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien pour se cacher. Ça va plus loin que de protéger Chloé, nota Minus. C'est déclarer la guerre. Ouais. Stéphane tourna son regard vers la pièce principale, où une petite fille réapprenait à faire confiance. C'est ça. On vote. Qui marche? 5 mains se levèrent comme un seul homme. Alors, on roule, dit Stéphane. Pour Sandrine. Pour tous les employés qui l'a broyé. Et pour cette gamine, qui mérite de vivre dans un monde où les monstres ne gagnent pas. Dehors, le soleil matinal étincelait sur le métal. Les faucons d'acier venaient de déclarer la guerre à un milliardaire. Et ils comptaient bien la gagner. La stratégie fut élaborée autour d'un café serré et d'une connexion Wi-Fi volée. Moreau a 3 vulnérabilités, exposa Stéphane en étalant des documents sur une banquette du bistrot de Monique. Son image publique, sa logistique, et ses investisseurs de la première heure. On attaque les 3 en même temps. Monique elle-même, une femme aux cheveux poivrés, celle qui servait les motards et les marginaux depuis 30 ans, remplit leur tasse. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, les gars, y a qu'à demander. Cette petite a un refuge ici tant qu'il le faudra. Dans une alcôve, Chloé s'appliquait à dessiner avec des crayons de couleur. La tête de Clémence sur ses pieds. Elle était avec eux depuis 3 jours, et ses joues commençaient à reprendre des couleurs. Thierry,
t'as toujours tes entrées au syndicat des transports? Demanda Stéphane. Bien sûr, mon cousin gère une boîte de transport près de Lyon. Thierry afficha un large sourire. Morotech utilise des prestataires pour livrer ses produits verts. Il ne me reconnaîtra jamais avec une barbe et une casquette. Parfait. Fais-toi embaucher. Prends des notes sur tout. Je veux des photos de ce qu'il y a vraiment dans ces camions. Stéphane se tourna vers Serge. Tu bossais dans le BTP avant le club. 10 ans. Je sais manier la masse et la boucler. Moreau construit un nouveau complexe près de Bordeaux. Les plaintes des ouvriers s'accumulent déjà. Salaires impayés, absence de matériel de sécurité. Infiltre-toi sur ce chantier. Enregistre tout. Taureau fit craquer ses jointures. Et moi? Tu restes ici. Toi et Minus, vous êtes la garde rapprochée de Chloé. Le ton de Stéphane était sans appel. Si Moreau nous localise, vous êtes la ligne de défense. Taureau acquiesça, satisfait de sa mission. Et toi? Demanda Minus à Stéphane. Le sourire de Stéphane était carnassier. Je vais à la chasse. Moreau a une armée de communicants qui transforment la merde en or. Il est temps de leur donner une histoire qu'ils ne pourront pas réécrire. 2 semaines plus tard, les premières lézardes apparurent dans l'édifice. Thierry, désormais barbu et répondant au nom de Miguel, effectuait sa 3e livraison pour la logistique Morotech. Le bon de livraison mentionnait des panneaux solaires recyclés. Le contenu réel du camion lui souleva le cœur. Il s'arrêta sur une aire d'autoroute et appela Stéphane avec un téléphone jetable. « Tu vas halluciner, » dit Thierry. Les panneaux écolos. C'est de la camelote fabriquée dans des ateliers clandestins. La moitié est défectueuse. Ils balancent les vrais déchets électroniques dans des décharges illégales et touchent des subventions pour le recyclage. Tu as des preuves, frère? J'ai des photos, les bons de livraison, et un chef d'équipe qui vient de me conseiller de la fermer si je veux garder mon job. La voix de Thierry se durcit. Et ce n'est pas tout. Les mecs qui déchargent les camions sont payés 6 € de l'heure, au black. Sans couverture sociale, sans protection. La plupart sont des immigrés, ils ont trop peur pour se plaindre. Balance tout sur le serveur crypté. Excellent travail. À plusieurs centaines de kilomètres de là, Serge mettait au jour une situation encore plus grave. Le chantier de Bordeaux était une bombe à retardement. Pas de mesures de sécurité. L'électricité installée par des ouvriers non qualifiés. Les rapports d'inspection étaient de toute évidence des faux. Serge reconnut la signature de l'inspecteur, mentionnée dans les fichiers de Sandrine. L'homme était payé par Moreau. Et, le nouveau, lui lança le chef de chantier. Fous rien. Ces poutres de soutien vont pas se poser toutes seules. Serge examina les poutres. De l'acier de mauvaise qualité. C'était flagrant. Ce n'est pas aux normes. Les normes? Ricana le contremaître. On a 3 semaines de retard. Monsieur Moreau ne paie pas les heures sup, alors on fait avec ce qu'on a. Ça te pose un problème? 50 mecs attendent pour prendre ta place. Serge ne répondit pas. Il s'assura juste que sa caméra piéton enregistrait la scène. Cette nuit-là, une dénonciation anonyme atterrit sur le bureau de l'inspecteur en chef du département, celui qui n'était pas corrompu. Le lendemain matin, le chantier était fermé pour enquête. Pendant ce temps, Stéphane menait une autre partie. Il avait passé 2 semaines à sympathiser avec le directeur de la communication de Morotech dans une salle de sport UP de Lyon. Le type, Eric, avec ses boissons protéinées et son besoin maladif d'être apprécié, adorait se vanter de ses clients prestigieux. Moreau est un visionnaire, affirmait Eric en soulevant une charge qu'il peinait à maîtriser. On le positionne pour le prix du PDG humanitaire le mois prochain. Grosse couverture médiatique en perspective. Impressionnant, commenta Stéphane en l'aidant. Qu'a-t-il fait pour mériter ça? La fondation Morotech. On a fait de lui une sorte de bienfaiteur moderne, qui puise dans sa fortune personnelle pour aider les plus démunis. Eric grogna en terminant sa série. Entre nous, l'action caritative réelle est quasi inexistante, mais la perception, c'est la réalité. Tu sais, sourit Stéphane, la perception, c'est la réalité. J'aime cette phrase.
2 jours plus tard, un journaliste d'investigation reçut un dossier anonyme. Des documents comptables prouvant que la Fondation Moreau était une coquille vide, avec une analyse détaillée des circuits financiers. L'argent n'allait ni aux communautés, ni aux employés, mais directement sur des comptes offshore. L'article fit l'effet d'une bombe. Bienfaiteur de l'humanité ou maître de l'escroquerie, enquête sur la fraude caritative de Morotech. De retour au bistrot de Monique, Chloé créait des trésors. Elle avait réquisitionné une banquette, y étalant des feuilles couvertes de son écriture appliquée. Des petits mots pour Stéphane et les autres, que Monique leur transmettait à chaque visite. Cher monsieur Leclerc, faites attention à vous aujourd'hui. Monique m'a appris à faire des crêpes. J'en ai gardé pour votre retour. Bise, Chloé. Cher Thierry, Clémence a appris un nouveau tour. Elle donne la patte. Est-ce que les camions de votre cousin ont des chiens? Les chiens, ça rend tout plus facile. Cachez-vous bien, Chloé. Cher Taureau, merci pour les leçons d'échecs. J'ai joué contre Minus et j'ai presque gagné. Vous avez dit que ce sont les gens malins qui gagnent les guerres, pas les plus forts. J'espère que je suis assez maline pour aider. Bise, Chloé. Taureau conservait chaque mot dans la poche de son gilet, les relisant en cachette. Minus le surprit une fois, un sourire en coin. Tu ramollis, le vieux. Ta gueule, grogna Taureau. Mais il souriait. La vérité, c'est que Chloé était devenue quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé. Un symbole d'espoir. Chaque fois qu'ils étaient sur le point de tout lâcher, de fuir le danger, ils pensaient à elle, dessinant, nourrissant Clémence sous la table, riant des blagues nulles de Minus. Elle leur rappelait le sens de leur combat, ce n'était pas juste une vengeance. C'était l'idée folle que les innocents doivent être défendus, que les monstres doivent payer, qu'une petite fille a le droit de grandir sans avoir peur. Dans son bureau luxueux, Nicolas Moreau regardait les notifications qui inondaient son téléphone. Le cours de l'action en chute libre, les investisseurs exigeant des réunions, les journalistes posant des questions gênantes, les chantiers fermés, les contrats de transport annulés. Son empire, si patiemment érigé, se lézardait de toutes parts. Et quelque part, sa belle-fille était toujours en vie, toujours en possession des preuves qui pouvaient le réduire à néant. Il actionna l'interphone. « Envoyez-moi Philippe. » Philippe, son chef de la sécurité, un ancien des forces spéciales sans état d'âme, se présenta en quelques minutes. « Trouvez cette gamine, » dit Moreau d'une voix blanche. Le prix n'a pas d'importance. Trouvez-la, et neutralisez quiconque la protège. La traque montait en intensité, mais la résistance aussi. Le premier refuge tomba un mardi. Une vieille ferme à 20 km d'Avignon, appartenant à un ancien faucon nommé Henri. Chloé n'y était que depuis 6 heures quand Taureau aperçut les SUV noirs qui montaient le chemin de terre. On dégage, tout de suite. Taureau attrapa Chloé comme une plume, Clémence aboyant à ses trousses. Minus faisait déjà vrombir sa moto à l'arrière. Ils s'enfuirent par la porte de la cuisine quelques secondes avant que les hommes de Philippe n'enfoncent l'entrée principale. Taureau entendit le bois éclater tandis que la moto de Minus s'enfonçait dans la garrigue. Chloé était blottie entre eux, ses bras frêles agrippés à la taille de Taureau. Derrière eux, les flammes dévoraient la ferme. Le message de Moreau était limpide, aucun refuge ne serait sûr. Stéphane reçut l'appel alors qu'il était en planque à Lyon. Son sang se figea. Ils l'ont trouvé. La voix de Taureau était brève. On file vers la planque de repli dans les Cévennes. Chef, il n'essaie plus de la capturer. Ils ont tenté de nous faire griller. Restez en mouvement. J'arrive. Mais les mains de Stéphane tremblaient en raccrochant. Les règles avaient changé. Moreau ne se contentait plus de protéger ses secrets. Il était passé en mode chasse à mort. Les 3 semaines qui suivirent furent un kaléidoscope de déplacements. Chloé apprit à dormir en voiture, à faire son sac en 30 secondes, à ne jamais demander quand ça s'arrêterait. Elle maigrissait, devenait plus silencieuse, l'étincelle dans ses yeux se voilant un peu plus à chaque évasion réussie de justesse. Ils la firent passer par 12 lieux différents, des relais routiers complices, des clubs de motards alliés répartis sur 3 régions, la crypte d'une vieille église où le prêtre ne posa aucune question. À chaque fois, il gardait une longueur d'avance sur les équipes de Moreau, parfois de quelques heures, parfois de quelques minutes seulement. À Bordeaux,
Serge échappa de peu à une confrontation quand deux sbires de Philippe débarquèrent sur le chantier, posant des questions sur des activités suspectes. Il dut abandonner sa couverture sur le champ, s'enfuyant sur une moto d'emprunt avec son matériel d'enregistrement. La mission de Thierry chez les routiers prit fin quand Moreau se mit à vérifier les antécédents de tous ses chauffeurs. Quelqu'un avait vendu la mèche. Il parvint à livrer sa dernière cargaison de preuves chez un journaliste avant de s'évaporer à nouveau dans le réseau des faucons. L'étau se resserrait. Le cours de l'action en disait long. Industrie Morotech avait perdu 37% de sa valeur en 3 semaines. Les principaux investisseurs réclamaient une assemblée générale extraordinaire. Le prix du PDG humanitaire avait été reporté Sindai. Chaque jour apportait son lot de nouvelles accusations, non-respect du droit du travail, fraude écologique, détournement de fonds. Dans son bureau, Moreau contemplait les lumières de la ville en contrebas. Son reflet dans la vitre était celui d'un homme aux abois. Il ne dormait plus, tenant à grand renfort de pilulés de rage. Ce n'est qu'une enfant, lui avait dit son avocat lors de leur dernier entretien. Laisse tomber, Nicolas. Accepte les pertes. Restructure. Tourne la page. Mais Moreau ne pouvait pas laisser tomber, car ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de pouvoir. Le fait qu'une gamine de 10 ans et une bande de motards soient en train de démolir son œuvre. C'était la faute de Sandrine. Même morte, sa femme faible et sentimentale parvenait à le détruire. Elle avait fait de leur fille une arme, et l'avait confiée à des criminels. Monsieur. Philippe se tenait sur le seuil. Nous les avons localisés dans le nord de la Provence. Un petit relais nommé le bistrot de Monique. Notre source confirme que la fille y a été vue à plusieurs reprises. Le sourire de Moreau fut polaire. Alors, nous allons mettre un point final à cette histoire ce soir. Au bistrot de Monique, Chloé était assise dans la réserve, dessinant avec des crayons de couleur presque entièrement consumés. Elle avait refait le même dessin une douzaine de fois. Une petite fille sur une moto ailée, fuyant un bâtiment sombre aux allures de prison. Stéphane la rejoignit, ses petites épaules affaissées par la fatigue. Salut, la puce. Il s'assit avec précaution, la vieille chaise protestant. Tu tiens le coup? Chloé ne leva pas la tête. On repart bientôt? Probablement. On cherche une solution plus durable, mais... Tu n'as pas besoin de mentir. Sa voix était posée. Trop posée. Je sais qu'on est à court de cachette. J'ai entendu Taureau parler à Minus. Il se rapproche de plus en plus. La poitrine de Stéphane se contracta. Elle était trop jeune pour un tel fardeau, mais la vie l'avait forcée à grandir trop vite. Chloé, regarde-moi. Elle le fit, et il vit. La peur qu'elle dissimulait derrière sa politesse et sa bonne volonté. La terreur d'une enfant qui se sait traquer. Tu as plus de courage que la plupart des hommes que j'ai connus, dit Stéphane doucement. Des hommes mûrs, qui ont connu la guerre et la violence. Tu as 10 ans, et tu es plus courageuse que tous. Les yeux de Chloé s'embuèrent. Je ne me sens pas courageuse. J'ai peur en permanence. Ma mère me manque. Je veux juste que ça s'arrête. Je sais, ma grande. Je sais. Pourquoi vous faites ça? La question était un souffle fragile. Vous ne me connaissez pas. Je ne suis rien. Vous pourriez me laisser à la gendarmerie et reprendre votre vie. Stéphane tendit la main et lui releva doucement le menton. Tu veux la vérité? Parce que tu es plus droite que la plupart des adultes que je connais. Parce que tu nous as remerciés d'avoir menti à ton beau-père. Parce que tu nettoies nos planques, que tu écris des mots gentils et que tu as appris à Clémence à faire confiance. Sa voix s'érailla. Parce que si on n'est pas capable de protéger une gamine bien d'un salaud, alors à quoi bon exister sur cette putain de planète? Une larme perla sur la joue de Chloé. Vous le pensez vraiment? Chaque mot. Elle se jeta à son cou, l'enlaçant avec une force surprenante. Stéphane la laissa pleurer. Vraiment pleurer, pour la première fois depuis cette nuit au relais. On va gagner, lui promit-il dans les cheveux. Je te le jure, Chloé, tu seras libre. Elle hocha la tête contre son torse, voulant y croire de toutes ses forces. Dans la salle principale, le téléphone de Monique sonna. Elle décrocha, écouta, et son visage devint cireux.
Stéphane. Elle déboula dans la réserve. C'était mon neveu, à la gendarmerie. Des SUV noirs viennent d'entrer dans le village. 8. Ils posent des questions, ils ont des photos de Chloé. Stéphane fut sur pied en une seconde. On a combien de temps? 10 minutes, peut-être moins. Le visage de Chloé blanchit, mais elle ne cria pas. Elle empoigna son sac à dos, toujours prêt, et prit la main de Stéphane. « Je suis prête », murmura-t-elle. Dehors, les moteurs s'éveillèrent dans un rugissement. Les faucons d'acier enfourchèrent leurs machines, Clémence bondissant dans le sidecar de taureau. Mais cette fois, il ne fuyait plus. Cette fois, Stéphane avait un plan. Tout le monde connaît sa partition? Lança-t-il dans la radio. Les confirmations crépitèrent en retour. Alors, finissons-en, d'une manière ou d'une autre. Ce soir, le rideau tombe. Alors que des phares se dessinaient à l'horizon, les faucons roulèrent à la rencontre de l'ennemi. La guerre entrait dans sa phase finale. Les SUV formèrent un cordon autour du bistrot de Monique, tels des prédateurs autour de leur proie. Philippe descendit le premier, suivi de 8 hommes en tenue d'intervention. À travers les vitres, il vit les motards à l'intérieur, attablés, buvant leur café. Trop calmement. L'ambiance était étrange. « Dispersez-vous », ordonna Philippe. « N'oubliez pas, la fille, vivante. » Les motards, c'est accessoire. Ces hommes prirent position. Philippe s'avança vers la porte, la main sur son arme. La clochette tinta à son entrée. 5 motards étaient au comptoir, des volutes de vapeur s'élevant de leurs tasses. Le plus grand, Taureau, ne daigna même pas se retourner. « On peut vous aider ?» demanda Monique, la voix rauque. « On cherche quelqu'un, » dit Philippe. « Une petite fille de 10 ans. Une source fiable nous a dit qu'elle était ici. »« On voit passer beaucoup de monde, » répondit Monique. « Je ne me souviens pas de tous les enfants. » La mâchoire de Philippe se serra. Il fit signe à ses hommes de fouiller les lieux. Stéphane Leclerc était assis à une table dans un coin, lisant tranquillement un journal, comme s'il n'avait aucune préoccupation au monde. « Vous faites une erreur, » lui lança Philippe. « C'est une affaire de famille. M. Moreau veut juste récupérer sa fille. » Stéphane leva les yeux et sourit. « Ah oui? Alors, expliquez-moi. Les familles envoient des commandos pour récupérer leurs enfants, d'habitude? Où est-elle? Qui ça? » Philippe, d'un mouvement vif, abattit sa main sur la table de Stéphane. « Arrêtez votre cinéma. On sait qu'elle est passée par ici. On a des témoins. Des photos. Ça fait des semaines que vous la baladez. Ça doit être fatigant, » commenta Stéphane d'un ton léger. « Un café? » C'est là que Philippe le remarqua. Tous les motards dans le relais consultaient leurs montres. En parfaite synchronisation. Qu'est-ce que 3, 2, 1. Décompta Taureau. À 500 km de là, à Lyon, Nicolas Moreau se tenait sur l'estrade de la salle de bal du Grand Hôtel. 250 invités de marque étaient présents, investisseurs, journalistes, politiciens, capitaines d'industrie. Ce gala devait être sa consécration, une soirée pour célébrer l'engagement de Morotech dans l'innovation durable et annoncer un nouveau programme caritatif ambitieux. Son équipe de communication y travaillait depuis des semaines. « Merci de votre présence », commença Moreau, son sourire parfaitement calibré. « Ce soir, nous célébrons non seulement l'avenir de Morotech, mais aussi notre engagement à... » Les lumières s'éteignirent. L'écran géant derrière lui se mit à grésiller. Moreau fronça les sourcils. « Un petit souci technique, » dit-il avec assurance. Un instant. Mais l'écran ne s'éteignit pas. Au contraire, il s'illumina d'une vidéo. Sandrine Moreau apparut, assise à son bureau. L'incrustation indiquait, 2 semaines avant sa mort. « Je suis Sandrine Dubois-Moreau », sa voix enregistrée emplit la salle. « Et je fais cette vidéo car je suis convaincu que mon mari, Nicolas Moreau, va me tuer. » Un murmure d'effroi parcourut l'assemblée. Le visage de Moreau devint livide. « Coupez ça. Mais coupez-moi ça. » Mais la régie avait été entièrement piratée. L'écran enchaîna sur des documents financiers, des tableurs,
des ordres de virement, toutes les preuves rassemblées par Sandrine défilant tandis que sa voix continuait. Depuis 3 ans, je vois mon mari détruire des vies pour le profit. La Fondation Moreau est une escroquerie. 95% des dons sont détournés vers des comptes offshore. Les produits durables sont fabriqués dans des ateliers clandestins. Des images apparurent. Des photos volées montrant des entrepôts où des ouvriers, y compris des enfants, assemblaient des composants électroniques dans des conditions inhumaines. Horodatage, coordonnées GPS, bons de livraison, tout était méticuleusement exposé. Nicolas a corrompu des inspecteurs, réduit au silence des lanceurs d'alerte, et ruiné des régions entières pour ses bilans trimestriels. J'ai tenté de le quitter. J'ai tenté de l'exposer par la voie légale, mais il a trop de pouvoir, trop de relations. La vidéo passa à des extraits audio. La propre voix de Moreau résonna dans les haut-parleurs. Les normes de sécurité, je m'en fous. Ce qui compte, c'est la marge. Si des ouvriers y restent, on règle ça à l'amiable. Ça coûte moins cher que la mise aux normes. Une autre voix. Un politicien. L'inspection dira ce que vous voulez qu'elle dise, Nicolas. Assurez-vous juste que le virement arrive avant. D'autres enregistrements, d'autres preuves, une avalanche de corruption, de fraude, d'exploitation, de crimes écologiques. Puis la voix de Stéphane Leclerc prit le relais. Calme, implacable. Nicolas Moreau, vous avez bâti un empire sur les ruines de vies brisées. Vous avez écrasé des familles, anéanti des villes, et quand votre propre femme a voulu vous arrêter, vous l'avez tuée. Vous avez volé les démunis. Vous avez exploité des enfants. Vous avez terrorisé votre propre belle-fille. L'écran montra une photo du bras de Chloé, couvert de bleu. Puis des images de la ferme incendiée. Les preuves de la traque menée par Philippe. Les gens que vous avez piétinés reprennent le contrôle de la route. C'est terminé. Dans la salle, ce fut le chaos. Des investisseurs se ruaient vers la sortie. Des journalistes tapaient frénétiquement sur leur téléphone. Les flashs crépitaient, immortalisant le visage de Moreau, un masque de stupeur, de rage et, enfin, de peur. C'est un montage. Hurla Moreau. Des mensonges. Mais un enquêteur de l'AMF présent dans la salle était déjà au téléphone. Un agent de la PJ demandait des renforts. Le commissaire de police de Lyon, invité au gala, se dirigeait vers la scène, menottes en main. La présentation s'acheva sur un unique message, en lettres blanches sur fond noir, la route appartient aux honnêtes. De retour au bistrot de Monique, le téléphone de Philippe vibrait de notifications. Il parcourut les alertes, son visage passant de la fureur à la consternation. C'est fini, dit Stéphane en se levant. Demain matin, votre patron sera ruiné, humilié, et probablement en garde à vue. La gamine que vous traquiez, elle est en lieu sûr. Un lieu que vous ne trouverez jamais. Vous ne mesurez pas la portée de vos actes, souffla Philippe. Oh, si, je la mesure parfaitement. Le sourire de Stéphane était tranchant. Nous avons abattu un monstre. Maintenant, la question est, êtes-vous loyal à un salaire ou à une cause? Parce que votre salaire vient de partir en fumée. Philippe regarda ses hommes, puis son téléphone. D'autres alertes. Cotation de Morotech suspendue. Démission en cascade du conseil d'administration. Annonce d'enquête criminelle. Gel des avoirs. Il avait connu assez de défaites pour reconnaître une bataille perdue. On se replie, ordonna-t-il sobrement à son équipe. Alors que les SUV démarraient, Taureau posa une main sur l'épaule de Stéphane. Où est-elle, pour de vrai? Stéphane sourit. Exactement là où je l'ai dit. En sécurité. Dans un petit chalet au nord des Alpes, Chloé, assise entre Thierry et Serge, suivait les informations sur une vieille télévision. Elle vit Nicolas emmené par des agents. Vit les manifestants devant le siège de Morotech. Vit le visage de sa mère à l'écran, tandis que les journalistes saluaient le courage de la lanceuse d'alerte Sandrine Dubois-Moreau. Ta mère a fait ce qu'il fallait, dit Thierry doucement. Chloé hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Des larmes de soulagement, cette fois. Je peux rentrer à la maison? Chuchota TL. Ouais, gamine, répondit Serge. On te ramène. L'Empire était à terre. La fille était libre.
6 semaines après l'arrestation de Nicolas Moreau, le moulin des Faucons d'Acier était méconnaissable. Le soleil filtrait à travers de nouvelles fenêtres, les anciennes étant fêlées depuis des lustres. Une peinture fraîche, un orange crépusculaire choisi par Chloé parce que, ça réchauffe, couvrait les murs. Sur un PAN de mur entier, des dizaines de dessins au crayon étaient épinglés et encadrés, des motos avec des ailes, des anges sur des chopets, une petite fille tenant la main de Saint-Mothard souriant. Dans un coin, Clémence dormait dans un nouveau panier où était brodé le mot « princesse » en fil scintillant. Une exigence de Chloé. « T'es sûr de ton coup ?» demanda Taureau, observant Stéphane à l'œuvre dans le garage. Stéphane ne leva pas les yeux de son poste à souder. Des gerbes d'étincelles jaillirent lorsqu'il fixa la dernière pièce. Je lui ai fait une promesse, non ? Ce qu'il était en train de construire arracha un sourire à Taureau. Une moto miniature, faite sur mesure pour Chloé. Le cadre était peint en argenté, presque chromé, avec de petites flammes violettes le long du réservoir, la couleur préférée de sa mère. Elle va devenir folle, commenta Minus en lustrant le petit guidon. C'est le but. Stéphane recula pour admirer son œuvre. Ce n'était pas un simple jouet. Le moteur était authentique, bien que bridé pour des raisons de sécurité. Les suspensions étaient de qualité professionnelle. Chaque vis avait été serrée et vérifiée 3 fois, car Chloé mérite ce qui se fait de mieux. La porte du garage s'ouvrit. Monique se tenait là, accompagnée de Chloé qui l'avait aidée en cuisine, ce qui consistait surtout à donner des bouts de lard à Clémence. « Y a de la visite pour vous, les gars », annonça Monique avec un clin d'œil. Chloé entra, s'arrêta net, les yeux ronds comme des soucoupes. « C'est. » Sa voix n'était qu'un souffle. « C'est à toi, » dit Stéphane. « Si tu en veux. » Elle s'approcha de la moto comme d'une apparition, craignant de la faire s'évanouir. Sa petite main caressa la selle, suivit le contour des flammes, fit tinter la clochette fixée au guidon. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue, » murmura-t-elle. « Lis ce qui est écrit », l'encouragea Thierry. Le long du réservoir, en lettres argentées calligraphiées, figuraient 2 mots, elle chromée. « On l'a baptisé comme ton dessin », expliqua Stéphane. « Celui que tu avais fait la première semaine. La moto avec des ailes, tu te souviens ?» Les yeux de Chloé brillèrent de larmes, mais elle souriait. « Je peux la conduire ? Pour de vrai ? C'est prévu. Mais avant ça. » Taureau lui tendit un petit casque, peint aux couleurs de la moto. « La sécurité avant tout. Ta mère aurait insisté. » Elle prit le casque avec une sorte de vénération, caressant les flammes violettes. À l'intérieur, 5 signatures au marqueur indélébile, Stéphane, Taureau, Thierry, Serge et Minus. « On est toujours avec toi », dit Minus d'une voix rauque. « Même quand on n'est pas là. » Chloé serra le casque contre elle, puis les surprit tous en se jetant dans les bras de Stéphane. Il la rattrapa sans peine, cette petite fille qui avait rampé, terrorisée, sous sa table, et qui maintenant riait à travers ses larmes de joie. « Merci, » chuchota TL. « Pour tout. Tu l'as bien mérité, gamine. C'est toi qui t'es sauvée. On n'a fait que te donner un coup de pouce. » Le premier tour de roue eut lieu un samedi, sous le regard de la moitié du club. Chloé portait son casque, son blouson violet, et un air déterminé. Stéphane roulait à ses côtés, ne s'éloignant jamais de plus de 3 mètres. Son petit moteur feulait, un chant plus qu'un rugissement, tandis qu'elle négociait les virages sur le parking désert. Lorsqu'elle boucla son premier tour, les motards l'acclamèrent. « Encore !» cria Chloé, son large sourire visible à travers la visière. « Je veux recommencer. » Ils restèrent là 3 heures, Chloé gagnant en assurance à chaque passage. À la fin, elle saluait son public d'une main, parfaitement à l'aise, sans la moindre peur. Taureau s'essuya les yeux. Saleté de pollen. C'est ça, le vieux, le charria Serge. Le pollen. Mais ils partageaient tous ce sentiment. La joie de voir une enfant terrorisée se métamorphoser en une gamine rieuse et libre, qui méritait ce bonheur plus que tout au monde. Ce soir-là, autour de la table du moulin, le ton devint plus sérieux. « On a reçu 700 000 € de dons », annonça Thierry, consultant son ordinateur portable. Des gens de tout le pays ont envoyé de l'argent en apprenant l'histoire de Chloé. Ils veulent t'aider. Aider à quoi ?
demanda Chloé, assise sur le canapé avec la tête de Clémence sur ses genoux. Stéphane la regarda, pensif. C'est à ça qu'il faut réfléchir. On a des moyens, maintenant. L'occasion de faire quelque chose d'important. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Chloé réfléchit un instant, son jeune visage grave. Il y a d'autres enfants comme moi. Des enfants qui ont peur, qui sont seuls. Continue, l'encouragea Stéphane. On pourrait peut-être les aider. Leur trouver un endroit sûr. Leur apprendre des choses, comme vous l'avez fait pour moi. Sa voix gagna en assurance. Maman disait toujours, la meilleure façon de remercier ceux qui t'aident, c'est d'aider les autres à ton tour. Les motards se regardèrent. Une fondation, suggéra Thierry. Pour les jeunes en difficulté. Formation, mentorat, accueil d'urgence, soutien scolaire, enchaîna Minus. Les aider à aller au bout de leurs études. Autonomie, ajouta Taureau. Leur apprendre à se tenir debout. La fondation El Cromé, dit Serge. Et un silence respectueux se fit. Chloé leva les yeux, qui pétillaient. Vraiment? Vous lui donneriez le nom de ma moto? Le nom de ton rêve, corrigea Stéphane. Les ailes, c'est la liberté. Le chrome, c'est la force. Les gosses ont besoin des deux. En une semaine, les statuts étaient déposés. La fondation El Cromé voyait le jour, avec une mission rédigée à la fois par des juristes et par une fillette de 10 ans qui savait ce que c'était que d'avoir besoin d'aide. Offrir des ailes à ceux qui ont oublié comment voler. Chloé en devint la fondatrice honoraire, un rôle qu'elle prit très à cœur. Elle participait aux réunions, contribua à la création du logo, une moto aux ailes d'ange, et tenait à faire passer les entretiens d'embauche. « Vous aimez les enfants ?» demandait-elle en fixant les candidats. « Je veux dire, vraiment, pas juste pour le travail. » Son jugement était infaillible. Toute personne condescendante était recalée. La presse locale fit un reportage. Une lanceuse d'alerte de 10 ans crée une fondation pour les jeunes en difficulté. La journaliste demanda à Chloé quel message elle voulait adresser aux autres enfants qui avaient peur. Chloé regarda droit dans la caméra, sans une once de crainte. « Trouvez quelqu'un avec un regard bienveillant, dit-elle. Et ne baissez jamais les bras. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. » 2 mois après sa création, El Cromé aida son premier jeune, un adolescent sorti des foyers sans solution. Thierry le prit comme apprenti mécano. Puis une jeune fille fuyant un conjoint violent. Puis une fratrie dont les parents étaient en prison. Et d'autres encore. Chacun reçut ce que Chloé avait reçu, un toit, des compétences, une famille. Le moulin se transforma. Une moitié resta le QG des motards. L'autre fut aménagé en salle de cours, en bureau d'écoute, et en une cuisine professionnelle où Monique donnait des leçons. Sur le mur principal, les dessins de Chloé firent des petits. Chaque jeune accueilli ajoutait le sien, jusqu'à ce que des motos ailées recouvrent toute la surface. « On a fait quelque chose de bien », commenta Taureau un soir, en regardant Chloé montrer à un plus jeune comment nettoyer une chaîne de moto. « Non, sourit Stéphane. Elle a fait quelque chose de bien. On lui a juste donné les outils. » Et dans le garage, brillant sous les néons, El Cromé attendait sa prochaine balade, prête à s'envoler. Le printemps explosa en Provence, chargé de fleurs sauvages et de promesses de renouveau. Un samedi matin, 8 mois après qu'une fillette terrifiée se soit glissée sous la table d'un motard, les faucons d'acier se préparaient pour leur balade commémorative annuelle. Mais cette année, c'était différent. Cette année, il n'était pas seul. Chloé, dans le garage, ajustait son casque violet à flamme, devenu presque trop petit. Elle avait pris 8 centimètres, et Monique disait qu'il lui faudrait bientôt de nouveaux jeans. Son visage s'était arrondi, les joues creuses de peur remplacées par des taches de rousseur et de l'assurance. « Prête ?» demanda Stéphane, inspectant El Cromé une dernière fois. « Toujours prête », répliqua Chloé, et les motards s'esclaffèrent. Elle avait adopté leur jargon, leur dégaine, mais au fond, elle était restée la même fille au cœur tendre, celle qui laissait des gamelles d'eau pour les chats errants et écrivait des mots de remerciement pour un rien. « On va où ?» demanda-t-elle en enfourchant sa moto avec l'aisance de l'habitude. « Quelque part d'important, » répondit Stéphane. « Fais-moi confiance. » Elle acquiesça sans une seconde d'hésitation.
Rien que cela montrait le chemin parcouru. Le convoi s'ébranla à midi. 15 motos, les moteurs grondant à l'unisson. Chloé roulait entre Stéphane et le mari de Monique, Pierre. Sa petite moto argentée ne dépareillait pas. Elle s'était entraînée des mois durant, et maniait maintenant elle chromait avec une dextérité innée. Ils longèrent les routes départementales où les champs de lavande s'étendaient à l'infini. Passèrent devant le relais où tout avait commencé, Valérie leur fit un signe depuis la fenêtre, et Chloé lui répondit avec enthousiasme. Traversèrent des petits villages où les gens reconnaissaient les couleurs des faucons et les saluaient d'un coup de klaxon. La fondation El Chromé avait changé l'image du club. Ils n'étaient plus seulement des marginaux. Ils étaient des protecteurs, des bâtisseurs, une famille. Sur une aire de repos, Taureau offrit un granité à Chloé, parfum Schtroumpf, son préféré. Elle s'assit sur une table de pique-nique, les jambes ballantes, tandis que Minus lui montrait des photos sur son téléphone. « Ça, c'est Nicolas, dit-il avec précaution. Chloé observa l'image, son ancien beau-père en combinaison orange, entrant dans un tribunal. Le procès avait été rapide. Entre les preuves de Sandrine et celles recueillies par les faucons, l'accusation avait un dossier en béton armé. Fraude, exploitation, évasion fiscale, complot. La liste était longue. Il avait pris 42 ans. Ça te fait de la peine pour lui ? Demanda Minus doucement. Chloé y réfléchit sérieusement. Ça me fait de la peine pour l'homme qu'il aurait pu être. Maman disait qu'il n'avait pas toujours été méchant, que quelque chose s'était brisé en lui. Elle lécha son granité, pensive. Mais je suis contente qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. Une sagesse qui détonnait avec son âge. Ta mère serait fière de toi, dit Minus. Je sais, sourit Chloé. Je lui parle, parfois. Dans ma tête. Je lui raconte pour El Chromé, pour les enfants qu'on aide, et comment Clémence a appris à rattraper les frisbees. Je crois qu'elle m'entend. Moi aussi, gamine. Leur véritable destination se dévoila alors que le soleil entamait sa descente. Ils arrivèrent à un point de vue sur le paysage aride du sud de la France, un lieu où la route semblait filer vers l'infini et où le ciel se parait de teintes orangées, violettes et dorées. Un petit mémorial y avait été érigé, des fleurs, des photos, une plaque de bronze. Sur la plaque, on lisait « Sandrine Dubois. Mère, lanceuse d'alerte, héroïne. Elle a tout donné pour la liberté des autres. » Chloé descendit de sa moto et s'approcha lentement. Stéphane avait fait faire la plaque des mois plus tôt, en concertation avec elle. C'était le véritable lieu de repos de Sandrine. Pas un cimetière prétentieux choisi par Nicolas, mais ici, face à cette nature sauvage où la route était synonyme de liberté. « Maman, murmura Chloé. J'ai amené mes amis, ceux dont je t'ai parlé. » Les motards restèrent en retrait, lui laissant son intimité. « J'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai trouvé des gens courageux. Ils m'ont aidé à arrêter Nicolas, et maintenant, on aide d'autres enfants. Comme tu le voulais. » Sa voix se brisa. « Tu me manques tellement. Mais je vais bien, maintenant. Je te le promets, je vais bien. » Elle déposa un bouquet de fleurs des champs au pied du mémorial. Violette et jaune, les couleurs de Sandrine. Quand elle rejoignit le groupe, ses yeux étaient humides, mais elle souriait. « On peut prendre la route comme tu l'avais promis ? Tous ensemble ? » « C'est le programme, répondit Stéphane. Ils remontèrent en selle. 15 motos et une petite moto argentée formèrent une ligne. Au moment où le soleil touchait l'horizon, ils mirent les gaz. La route s'ouvrit devant eux, vide, infinie. Le rire de Chloé fusa, pur et cristallin, tandis qu'El Chromé l'emportait. Le vent s'engouffrait sous son casque. Ses mains étaient fermes sur le guidon. Elle volait. Stéphane la regarda dans son rétroviseur. Ce n'était plus l'enfant terrorisé qui se cachait sous une table, mais une jeune fille qui avait trouvé ses ailes et appris à s'en servir. On n'a pas cherché à faire tomber un milliardaire, pensa Stéphane, les mots se formant dans son esprit comme une prière. On a cherché à protéger une petite fille. Mais en la protégeant, on en a protégé des centaines d'autres. On n'a pas seulement détruit un empire. On a bâti un foyer pour une gamine qui nous a rappelé ce que signifie la clémence. Elle nous a appris que le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est d'avoir la trouille de sa vie et d'avancer quand même. Que la famille, ce n'est pas le sang.
c'est ceux qui sont là quand tu te caches sous les tables. Que la plus petite des personnes peut tout changer, si les bonnes personnes croient en elle. Le convoi s'enfonça dans le crépuscule. Une fraternité et une petite fille, chevauchant ensemble vers l'horizon. Clémence aboya depuis le sidecar de taureau. Le rire de Minus couvrit le son des moteurs. Monique et Pierre roulaient côte à côte, leurs mains s'effleurant. Et Chloé, précieuse, courageuse, magnifique Chloé, roulait au milieu d'eux, enfin en sécurité, enfin chez elle. 3 ans plus tard, le siège d'industrie Morotech était une ruine à la périphérie de Lyon. Fenêtres brisées, terrain envahi par les mauvaises herbes. Les charognards avaient emporté tout ce qui avait de la valeur. La nature faisait le reste. Mais sur un mur, visible depuis l'autoroute, une fresque avait été peinte. Une peinture fraîche, régulièrement entretenue par des artistes anonymes. En lettres de 3 mètres de haut, argentée avec des flammes violettes, la route appartit aux honnêtes. Et en dessous, plus petit mais tout aussi percutant, Fondation Elcromé. L'envol pour ceux qui sont à terre. Les automobilistes de passage la voyaient et se souvenaient. Une petite fille qui avait défié un monstre. Des motards qui avaient choisi la protection plutôt que le profit. Une mère qui avait documenté la vérité, sachant que cela lui coûterait la vie. Il se souvenait que les empires bâtis sur le mensonge finissent toujours par s'écrouler. Que la clémence est une force. Que parfois, les héros les plus improbables portent du cuir et des cicatrices. Et que chaque enfant mérite de trouver quelqu'un avec un regard bienveillant, prêt à se battre pour lui, même quand le monde entier préfère regarder ailleurs. La route appartenait aux honnêtes, désormais. Et pour toujours.